Mes parents ont manqué le baptême de mon bébé pour le lancement de la marque de ma belle-sœur. Alors j'ai refusé de l'annuler. La loyauté familiale, c'est être présent, a dit papa. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Jusqu'à ce que mon mari se lève devant tous les invités et dise. Les 61 personnes dans cette pièce sont restées complètement silencieuses. Mon mari Daniel n'est pas un homme qui élève la voix. En 11 ans que je le connais, 7 de fréquentation, 4 de mariage, je ne l'avais jamais entendu une seule fois parler plus fort que quelqu'un. Il écoute. Il attend. Il réfléchit avant d'ouvrir la bouche. Alors, quand il s'est levé au baptême de notre fille devant 63 personnes et a dit ce qu'il a dit, chaque personne dans cette pièce est restée complètement silencieuse. J'ai vu ma tante poser sa fourchette. J'ai vu la mâchoire de mon oncle tomber et quelque part au fond de mon esprit, je me suis dit que c'était le moment où tout allait changer. Mais je devrais commencer par le début. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai 31 ans. Je suis infirmière en pédiatrie. J'ai une fille nommée Lily qui est née en novembre. Et j'ai des parents qui, pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, m'ont traité comme le personnage secondaire dans l'histoire de mon jeune frère. Mon frère Tyler a 28 ans. Il est charmant de la manière dont le sont les gens à qui on n'a jamais dit non, sans effort, sans y penser, et aux dépens de tout le monde. En grandissant, Tyler cassait des choses et je m'excusais. Tyler échouait à ses cours et je l'aidais à étudier. Tyler empruntait de l'argent et je ne le lui réclamais jamais, parce que demander faisait de moi quelqu'un de difficile. Mes parents appelaient ça maintenir la paix. J'appelais ça autre chose, mais j'ai gardé ça pour moi pendant longtemps. Quand Tyler a eu 24 ans, il a épousé une femme nommée Brooke. Brooke est une influenceuse. Elle a environ 40 000 abonnés sur Instagram, ce qui dans son esprit équivaut à être une célébrité, et elle parle de sa marque comme d'autres parlent de leur carrière. Elle vend des tisanes de compléments alimentaires, du contenu de motivation et publie occasionnellement des photos de Tyler la regardant avec adoration pendant qu'elle fixe l'horizon. Ma mère pense que Brooke est extraordinaire. Mon père pense ce que ma mère pense. Et Brooke, de son côté, ne s'est jamais souvenu de mon anniversaire sans qu'on le lui rappelle. Rien de tout cela n'aurait d'importance sans ce qui s'est passé avec le fonds en fiducie de ma grand-mère. Ma grand-mère, la mère de mon père, Mamie Ruth, est décédée il y a 4 ans. Elle avait 81 ans et était vive d'esprit jusqu'à la toute fin. Et elle m'aimait de cette manière particulière dont les grands-mères aiment la petite fille qui appelle vraiment. Tous les dimanches pendant 15 ans, je l'ai appelée. Nous parlions de son jardin, de mes études d'infirmière, de Daniel, de tout. Quand elle était à l'hôpital ces dernières semaines, j'ai pris mes jours de congé et je suis resté avec elle. Tyler a envoyé une carte. Le testament de Mamie Ruth a établi un fonds en fiducie de 240 000 € destiné spécifiquement à l'éducation future de mon premier enfant, à ses soins de santé, à tout ce dont il aurait besoin. Elle m'en avait parlé elle-même 6 mois avant de mourir. Elle a dit, « Tes parents le géreront jusqu'à l'arrivée du bébé et ensuite, ce sera à toi de le protéger. » Elle a dit qu'elle me faisait confiance. Elle a dit qu'elle savait que je l'utiliserais correctement. Mes parents ont été nommés co-gestionnaires. À l'époque, je n'ai pas beaucoup réfléchi à cet arrangement. Mes parents étaient des gens responsables. Mon père a été comptable pendant 30 ans. Ma mère gérait un budget familial qui n'a jamais été dépassé. Je leur faisais confiance. Ce fut ma première erreur. Quand Lily est née en novembre, j'ai commencé à poser des questions sur la fiducie. Pas de manière urgente, juste pour prendre des nouvelles, comme on le fait. Mon père a dit que la paperasse était en cours. Ma mère a dit que les avocats s'en occupaient. J'ai demandé le nom de l'avocat et mon père a dit qu'il me l'enverrait. Il ne l'a jamais fait. J'en ai pris note et je suis passé à autre chose parce que j'avais un nouveau-né et j'étais fatigué d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et Daniel a dit, laisse-leur un peu de temps. Ils vont s'en occuper. Alors j'ai attendu. En janvier, j'ai commencé à planifier le baptême de Lily. Nous ne sommes pas très religieux, mais c'était important pour la famille de Daniel. Et plus que ça, c'était important pour moi. C'était une célébration, un rassemblement formel des personnes que nous aimions autour de notre fille. J'ai réservé une salle privée dans un restaurant de notre quartier, versé un acompte, choisi un menu et envoyé les faire-part. J'ai fixé la date pour le 3e samedi de mars, avec 6 semaines d'avance. Assez de préavis,
assez de temps. Mes parents ont confirmé qu'ils seraient là. Ma mère m'a envoyé un emoji cœur. Ma tante et mon oncle ont confirmé. Toute la famille de Daniel a confirmé. 63 personnes, toutes partantes en moins d'une semaine. Je me souviens m'être sentie, un instant, sincèrement heureuse. Lily se portait à merveille. Le baptême était planifié. Le restaurant était magnifique. Je me suis laissé croire que les choses allaient bien. Puis Brooke a posté. C'était un mardi soir. J'allaitais Lily en faisant défiler mon téléphone, ce qui je sais est une mauvaise habitude, et j'ai vu une annonce rose et or sur l'Instagram de Brooke. Elle lançait ce qu'elle appelait une expérience de marque de bien-être et de style de vie le 3e samedi de mars. Un événement en personne, avec billets, avec traiteur. Elle avait identifié le lieu, un espace événementiel loué en centre-ville. Et dans la légende, elle a appelé cela le plus grand moment de ma carrière jusqu'à présent et a remercié ses soutiens de toujours, dont l'une qu'elle a spécifiquement identifiée comme étant ma mère. Ma mère, qui avait confirmé le baptême 3 semaines plus tôt. J'ai posé mon téléphone. J'ai fini de nourrir Lily. Je me suis dit que c'était une coïncidence de calendrier et que ma mère gérerait la situation. J'ai attendu 2 jours, puis je l'ai appelée. Maman, ai-je dit, savais-tu que l'événement de Brooke est le même jour que le baptême de Lily? Il y a eu une pause qui a duré un peu trop longtemps. Oui, a-t-elle dit. Je voulais justement t'en parler. J'ai su à ce moment-là. J'ai su avant même qu'elle ne dise un mot de plus. Elle a dit que Brooke planifiait cet événement depuis des mois, ce qui, si c'était vrai, s'est produit dans le silence le plus total car aucun de nous n'en avait entendu parler avant ce post Instagram. Elle a dit que la carrière de Brooke était à un moment critique et que manquer ce lancement pourrait vraiment la freiner. Elle a dit que 60 personnes venaient à l'événement de Brooke, dont beaucoup étaient des contacts de l'industrie. Elle a dit, et c'est la partie que j'ai dû entendre 2 fois pour y croire, que je pourrais peut-être envisager de déplacer le baptême en avril. Avril? Ai-je dit. Juste quelques semaines, a-t-elle répondu. J'ai expliqué calmement que j'avais déjà versé un acompte non remboursable, que 63 personnes avaient pris leur disposition, que les parrains de Lily, la sœur de Daniel et son mari, avaient déjà réservé des vols depuis Denver, que ce n'était pas une situation flexible. Ma mère a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle espérait que je pourrais être flexible pour Brooke parce que Brooke était tellement stressée et avait vraiment besoin du soutien familial en ce moment. J'ai dit à ma mère que j'avais besoin du soutien familial en ce moment. Ma fille avait 4 mois. J'avais repris le travail 2 semaines plus tôt, en rotation de nuit. Je n'avais pas dormi plus de 5 heures consécutives depuis octobre. Je le lui ai dit très directement. Elle a dit, tu sais à quel point la loyauté est importante dans cette famille. Je lui ai dit que la date ne changerait pas. Elle a dit qu'elle devrait réfléchir pour savoir si elle et mon père pourraient venir. J'ai raccroché et je suis resté assis sur le bord de mon lit pendant un long moment. Daniel m'a trouvé là et je lui ai tout raconté. Il est resté silencieux un instant, puis il a dit, elle ne viendra pas, n'est-ce pas? J'ai dit, je ne sais pas encore. Il a dit, de quoi as-tu besoin? J'ai dit, j'ai besoin que cela ne soit pas en train de se produire. Il a passé son bras autour de moi et nous sommes restés là jusqu'à ce que Lily se réveille et nous ramène au présent, comme le font les bébés. Au cours des 2 semaines suivantes, mon frère m'a appelé 2 fois. Le premier appel se voulait une prise de nouvelles décontractée. En moins de 5 minutes, il est devenu un plaidoyer pour que je déplace le baptême. Tyler a dit que Brooke avait travaillé si dur sur cet événement. Il a dit que le conflit de date était juste de la malchance et que je pouvais sûrement comprendre. J'ai fait remarquer que j'avais annoncé la date du baptême en premier. De 6 semaines. Tyler a dit que Brooke ne s'en était pas rendu compte en réservant son lieu. J'ai dit que cela semblait être quelque chose que Brooke aurait dû vérifier. Tyler a dit que j'étais vraiment rigide à ce sujet. J'ai dit, Tyler, j'ai un bébé de 4 mois. J'ai un acompte. J'ai 63 invités. Je ne déplace pas la date. Il a dit, d'accord, mais maman et papa doivent faire un choix. J'ai dit, oui, c'est vrai. Le deuxième appel est arrivé 4 jours plus tard. La voix de Tyler était différente cette fois. Prudente, mesurée, comme s'il avait préparé ce qu'il allait dire. Il m'a dit que lui et Brooke avaient parlé à mes parents du fonds en fiducie de Mamie Ruth. Il a dit que la fiducie avait une certaine flexibilité dans son utilisation et que mes parents,
en tant que gestionnaire, avait des options. Il a dit que l'événement de Brooke nécessitait un financement supplémentaire et qu'une discussion était en cours pour savoir si les fonds de la fiducie pouvaient être utilisés pour soutenir la famille dans un sens plus large. Je suis devenu très calme. Tyler, ai-je dit lentement. Cette fiducie a été laissée spécifiquement pour Lily. Il a dit, le testament de mamie a une formulation que maman et papa pensent pouvoir interpréter de manière large. Elle m'a dit elle-même à quoi ça servait, ai-je dit. Il a dit, je te fais juste savoir ce qui est en discussion. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas une conversation. C'était une menace. Décale le baptême, soutient l'événement de Brooke, rentre dans le rang, ou regarde nos parents réorienter l'avenir de ma fille vers l'entreprise de tisane de compléments alimentaires de sa femme. Je n'ai pas pleuré pendant cet appel. Je l'ai remercié de m'avoir informé et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé une avocate spécialisée en droit de la famille. Elle s'appelle Patricia et m'a été chaudement recommandée par l'un des médecins avec qui je travaille. J'ai expliqué la situation en une quinzaine de minutes. Elle m'a posé un certain nombre de questions très spécifiques sur le document de fiducie, les gestionnaires et ce que le testament de Mamie Ruth stipulait exactement. Je lui ai dit que j'avais une copie du testament, que Mamie Ruth m'en avait donné une elle-même la dernière fois que je lui avais rendu visite à l'hôpital, et que je pouvais la lui apporter. Patricia a dit, bien. Gardez cette copie dans un endroit très sûr. Je lui ai demandé si mes parents pouvaient réellement réorienter la fiducie. Elle a dit que si le testament spécifiait clairement l'objet, ce qui semblait être le cas, toute distribution en dehors de cet objet constituerait un manquement à leur obligation fiduciaire. Elle a dit qu'en tant que bénéficiaire désigné et mère de Lily, j'avais qualité pour agir. Elle a dit, ne décalez pas ce baptême. Je ne l'ai pas fait. La semaine précédant le baptême, ma mère m'a envoyé 3 messages. Le premier me demandait à nouveau si j'avais reconsidéré ma décision. Le deuxième me disait que l'événement de Brooke s'annonçait incroyable et incluait un lien vers l'annonce Instagram, sur lequel je n'ai pas cliqué. Le troisième disait qu'elle et mon père penseraient à Lily ce jour-là, mais qu'ils ne pouvaient pas être à 2 endroits à la fois et qu'ils espéraient que je finirais par comprendre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon père a appelé une fois. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie vocale. Il a laissé un message de 47 secondes. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que la famille était compliquée. Il a dit que l'opportunité de carrière de Brooke était réelle et que Tyler avait besoin de leur soutien. Il a dit, et j'ai réécouté ce passage 2 fois, nous t'avons appris que la loyauté familiale, c'est être présent. J'espère que tu t'en souviens. Puis il a dit qu'il espérait que le baptême se passerait à merveille et qu'il appellerait la semaine suivante. La loyauté familiale, c'est être présent. J'ai sauvegardé ce message vocal. Le baptême a eu lieu un samedi de mars, et c'était une journée froide et claire, avec ce genre de lumière pâle d'hiver qui rend tout propre et immobile. Daniel est allé chercher les fleurs le matin. Notre voisine a gardé Lily pendant que nous nous préparions. Daniel portait la cravate bleue que je lui avais offerte pour notre anniversaire, et il m'a regardé à travers notre chambre comme si j'étais quelque chose dont il était reconnaissant. Chaque jour, sans qu'on ait besoin de le lui rappeler. Au restaurant, nos invités sont arrivés par vagues. Les parents de Daniel sont venus de Phoenix en avion. Sa sœur et son mari étaient déjà là quand nous sommes arrivés, ayant fait la route directement de l'aéroport. Ma tante et mon oncle sont venus, ceux qui se présentent vraiment aux événements. Des amis de l'école d'infirmières, des collègues, des voisins, le prêtre. Un par un, 61 personnes ont trouvé leur place. 2 chaises à la table familiale sont restées vides. Je n'avais pas prévu de marque-place ni de panneaux. Je ne les avais pas enlevées non plus. Elles étaient là, silencieuses, de la manière dont les absences s'installent dans une pièce, remarquées par tous, mentionnées par personne. La cérémonie elle-même était magnifique. Lily portait la robe blanche que la mère de Daniel avait apportée, et elle regardait le prêtre avec l'expression large et sérieuse qu'elle prend lorsqu'elle étudie quelque chose de nouveau. Elle n'a pas pleuré. Elle a tendu la main, a attrapé le pouce du prêtre et l'a serré, et il y a eu un son dans la pièce qui était à mi-chemin entre le rire et quelque chose de plus doux. J'ai regardé Daniel et j'ai vu que sa mâchoire était serrée, et j'ai su qu'il s'efforçait de retenir quelque chose. Après la cérémonie, nous sommes passés dans la salle à manger. La nourriture a été servie. Le vin a été versé. Les gens parlaient, riaient et se passaient Lily de bras en bras. Et je regardais tout cela,
ressentant sous cette chaleur une douleur sourde et persistante que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ma fille était célébrée par 61 personnes qui l'aimaient. 2 personnes qui auraient dû être là avaient choisi de ne pas venir. Nous étions entre la salade et le plat principal quand Daniel a posé son verre de vin, a reculé sa chaise et s'est levé. La table s'est tue. Puis la salle s'est tue. Quelqu'un qui parlait à 2 tables de là s'est interrompu. Daniel n'est pas un homme qui fait des discours. Il ne se donne pas en spectacle. Il ne fanfaronne pas. Alors, quand il s'est levé, les gens ont compris instinctivement que ce qu'il allait dire était quelque chose qu'il gardait en lui depuis un moment. En attente. Il a dit, « Je veux remercier tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Vous avez conduit, vous avez pris l'avion, vous avez réorganisé vos emplois du temps, et vous vous êtes présentés pour notre fille. Cela signifie tout pour nous. » Il a fait une pause. Il a lentement regardé autour de la salle. Et puis il a laissé son regard se poser brièvement sur les 2 chaises vides. Il a dit, « Il y a 2 personnes qui ont été invitées et qui ont choisi de ne pas venir. Elles ont choisi de ne pas venir parce qu'un autre membre de la famille a programmé un événement de marque Instagram le même jour que le baptême de Lily. Après que nous ayons déjà annoncé cette date et réservé ce lieu. Et quand nous avons dit que nous ne déplacerions pas le baptême de notre fille, ces 2 personnes ont décidé que l'événement de marque valait plus que d'être ici. Personne n'a bougé. » Il a dit, « Je veux aussi que tout le monde à cette table sache que ces 2 mêmes personnes ont discuté au cours des dernières semaines de la possibilité de réorienter le fonds en fiducie que la grand-mère de ma femme a laissé spécifiquement pour Lily afin de financer ce même événement. » D'influenceurs. Nous avons pris contact avec une avocate. Cela n'arrivera pas. Ma tante a émis un son. La mère de Daniel a mis sa main sur sa bouche. Il a dit, « Je ne vous dis pas cela pour créer des histoires. Je vous le dis parce que ma femme a passé des semaines à absorber cela en silence et à protéger les sentiments de tout le monde sauf les siens. Elle a planifié cette journée avec amour. Elle a passé 4 mois à apprendre à être une mère tout en travaillant des rotations de nuit, sans dormir et sans jamais se plaindre à personne. Elle mérite une salle pleine de gens qui se présentent. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle a. » Il a levé son verre. Il a dit, à Lily, et aux 61 personnes dans cette pièce qui comprennent ce que signifie réellement être présent. 61 verres se sont levés. Je n'ai pas pleuré pendant son discours. J'ai pleuré après, seul dans les toilettes pendant environ 90 secondes, puis je me suis aspergé le visage d'eau froide et je suis retourné à la fête de ma fille. Mon téléphone avait 7 messages manqués quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là. 3 de ma mère, 2 de mon frère, 1 de Brooke, ce que j'ai trouvé vraiment surprenant puisqu'elle n'avait jamais initié de contact avec moi. 1 de mon père. Les messages de ma mère sont passés de « J'ai entendu ce que Daniel a dit » à « C'était complètement inapproprié » à « Tu dois m'appeler tout de suite ». Mon frère a dit que Daniel avait humilié la famille et que nous devions des excuses à Brooke. Le message de Brooke disait qu'elle était profondément blessée et qu'elle espérait que je comprenais les dommages que cela avait causés à sa marque. Je n'ai répondu à aucun de cette nuit-là. J'ai mis Lily au lit. Je me suis assise avec Daniel sur le canapé, nous avons mangé les restes du gâteau de baptême et n'avons pas dit grand-chose. À un moment donné, il a dit, « Est-ce que ça va ?» J'y ai réfléchi un vrai moment, puis j'ai dit, « Je crois que oui. Redemande-moi dans une semaine. » Il a dit qu'il le ferait. Le lundi suivant, j'ai de nouveau rencontré Patricia. J'ai apporté la copie du testament de Mamie Ruth et les notes que j'avais prises pendant l'appel de mon frère, date, heure, citation directe aussi précisément que je pouvais me les rappeler. Patricia a tout examiné et m'a dit que ce que mes parents envisageaient était en fait une violation manifeste de leur obligation fiduciaire. Elle leur a envoyé une lettre officielle cette semaine-là. Mon père m'a appelé le lendemain de l'arrivée de la lettre. Il n'avait pas la voix d'un homme en colère. Il avait la voix d'un homme qui venait de se faire prendre. Il a dit, nous n'allions pas vraiment le faire. J'ai dit, j'ai la trace de l'appel de mon frère. Vous en discutiez activement. Il a dit, ce n'était qu'une conversation. J'ai dit, Tyler a parlé d'options et de flexibilité. Ce n'est pas une conversation anodine. C'est de la planification. Il a dit qu'il était désolé. Il a dit que les choses avaient dérapé. Il a dit que ma mère était très contrariée et que la famille se sentait fracturée. Il a dit, et c'est cette phrase qui m'a fait fermer les yeux, nous t'avons appris que la loyauté familiale, c'est être présent. J'espère que tu sais que nous essayons d'être présents maintenant.
J'avais sauvegardé son message vocal. J'avais la citation prête. J'ai dit, tu as dit exactement ces mots sur la loyauté et le fait d'être présent dans un message vocal 2 semaines avant le baptême, alors que vous prévoyiez d'assister à un autre événement. J'ai toujours cet enregistrement. Il est resté silencieux un long moment. Il a dit, que veux-tu? J'ai dit que je voulais que le fonds en fiducie soit transféré correctement et entièrement sur le compte que Patricia avait spécifié. J'ai dit que je voulais une confirmation écrite de leur part à tous les deux, par l'intermédiaire de leur avocat et d'une autre, qu'aucune autre tentative d'accès ou de réorientation de ces fonds ne serait faite. J'ai dit que je voulais des excuses, non pas à moi, mais par écrit, parce que les excuses verbales dans ma famille avaient une courte durée de vie. Il a dit qu'il devait parler à ma mère. J'ai dit, prenez votre temps. Cela a pris 3 semaines. Pendant ce temps, ma mère m'a envoyé 2 longs messages textes qui n'étaient pas tout à fait des excuses. C'étaient des explications, des justifications, des récits de la difficulté des choses pour Tyler et Brooke et de la pression que la famille subissait. Je les ai lus tous les 2 et n'ai pas répondu. Mon frère a envoyé un message demandant si nous pouvions surmonter ça. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. L'événement de lancement de la marque de Brooke a eu lieu le jour du baptême de Lily, comme prévu. D'après ce que j'ai compris, par l'intermédiaire de la sœur de Daniel, qui suit Brooke sur Instagram plus que moi, la participation a été plus faible que prévu. Plusieurs des contacts de l'industrie ne se sont pas présentés. Les tisanes de compléments qu'elle a lancées ont reçu des critiques mitigées. 2 mois plus tard, son nombre d'abonnés n'avait pas augmenté de manière significative, et elle avait discrètement cessé de publier sur la marque. Je n'ai pas ressenti de satisfaction à ce sujet, exactement. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la neutralité. Elle avait misé le baptême de ma fille dessus et ça n'avait pas payé. C'était entre elle et les choix qu'elle avait faits. Le transfert du fonds en fiducie a été finalisé un jeudi matin en avril. Patricia m'a envoyé la confirmation, 240 000 € sur un compte au nom de Lily, que je gérerai jusqu'à ce qu'elle soit prête. J'ai appelé Patricia pour la remercier et elle a dit, « Votre grand-mère était une femme intelligente. » J'ai dit, « Elle l'était vraiment. » Je suis resté assise un moment ensuite sur le parking de l'hôpital avant le début de mon service, juste à digérer tout ça. Le soulagement, le coup, les mois qu'il avait fallu juste pour protéger ce qui nous revenait déjà de droit. Les excuses écrites sont arrivées la semaine suivante. C'était une seule page signée par mes 2 parents, examinée par leur avocat et le nôtre. Elle reconnaissait qu'ils avaient discuté de la réorientation des fonds de la fiducie destinée à Lily vers d'autres fins familiales. Elle reconnaissait que c'était un manquement à leur devoir de gestionnaire. Elle ne disait pas les mots « nous avons eu tort », mais elle en disait assez. Patricia l'a classée. J'ai gardé une copie. En mai, ma mère a appelé et a demandé si elle pouvait rencontrer Lily. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Daniel a dit que c'était ma décision et qu'il soutiendrait ce que je choisirais. Mon instinct était de dire non, non pas par punition, mais par protection. Mes parents m'avaient montré clairement et sous pression où se situaient leurs priorités. C'était une information que je ne pouvais pas désapprendre. Finalement, j'ai dit oui à une visite. Un après-midi, supervisé, dans notre maison. Des conditions que j'ai exposées clairement à l'avance. Ma mère a accepté sans négocier, ce qui m'a surprise. Elle est arrivée avec des fleurs et un animal en peluche pour Lily. Elle a tenu ma fille avec précaution, comme si elle était consciente d'être observée, et elle l'était. Je l'ai observée tout le temps. Elle n'a pas dit grand-chose sur ce qui s'était passé. À un moment, elle a dit, « Je sais que nous t'avons laissé tomber. » J'ai dit, « Oui. » Je n'ai rien offert de plus, parce qu'offrir plus que ce que l'on pense est la façon dont ce genre de choses recommence. Mon père n'est pas venu à cette première visite. Je n'ai pas demandé pourquoi et ma mère n'a pas expliqué. Il a envoyé une carte plus tard qui disait qu'il aimait Lily et espérait la rencontrer un jour. J'ai mis la carte dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être un jour. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est ceci. Ma grand-mère a laissé à ma fille 240 000 € et la conviction que je les protégerai. Je sais que lorsque les personnes qui étaient censées les protéger ont essayé de les prendre, je ne me suis pas excusé de les défendre. Je ne me suis pas faite plus petite pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas fait semblant de pardonner. Je ne l'ai pas fait.
Et je sais que par un samedi froid de mars, 61 personnes ont levé leur verre pour ma fille et mon mari s'est levé devant elle tout et a dit la chose que je portais seul depuis des semaines. Daniel appelle cela la décision la plus facile qu'il ait jamais prise. J'appelle cela le moment où j'ai compris ce que signifie réellement être présent. Pas seulement pour Lily, mais pour moi. Mon père m'a laissé un message vocal une fois qui disait « La loyauté familiale, c'est être présent ». J'ai pensé à cette phrase plus de fois que je ne peux le compter ces derniers mois. Il avait raison. En fait, c'est exactement ce que cela signifie. Il s'avère simplement que tout le monde dans ma famille n'a pas compris qu'ils étaient inclus dans cette attente. Lily a 7 mois maintenant. Elle se hisse sur le bord de son berceau et regarde autour de la pièce comme si elle faisait l'inventaire de tout ce qu'elle possède. Elle a les yeux de son arrière-grand-mère, grands et sombres, et rien ne lui échappe. Parfois, je la regarde et je pense à Mamie Ruth assise avec moi dans cette chambre d'hôpital, me tenant la main, me disant qu'elle me faisait confiance, me disant qu'elle savait que je l'utiliserais correctement. Je pense qu'elle savait autre chose aussi. Elle savait que j'allais en avoir besoin. Pas seulement l'argent, mais la certitude que je méritais d'être protégé. Certains d'entre nous passent des années à attendre que nos familles le comprennent. Certains d'entre nous arrêtent d'attendre et le comprennent par eux-mêmes. C'est la partie que personne ne vous dit au début. Que le chapitre le plus difficile n'est pas le conflit. C'est le calme d'après, quand vous avez fait ce qui devait être fait et que vous êtes toujours debout. Et la vie pour laquelle vous vous battiez est là, dans vos bras, vous regardant avec les yeux de votre grand-mère, complètement inconsciente de ce que cela a coûté. Ça en valait la peine. Chaque parcelle. Ça en valait la peine.